Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire technique de Würth Electronic France. La session commence tout de suite. Il est 10h45. C'est parti, bienvenue. Le sujet du jour traitera du filtrage en rapport CEM et le filtrage DC-DC. On va trouver une application pour aller jusqu'au convertisseur DC-DC. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir comme présentateur Alain Lafointe, qui est ingénieur d'application pour la partie composants chez Würth Electronic. Et moi-même, je suis également ingénieur d'application et je serai le modérateur. Donc, je serai là pour répondre à vos questions. La session va durer environ 45 minutes. Je parle de la présentation. Et il y aura derrière une partie questions-réponses qui est prévue à 15 minutes, mais on aura le temps de dérouler. La dernière fois, ça a duré 25 minutes. On est là pour répondre à vos questions. Votre micro est coupé par défaut, pas d'inquiétude là-dessus. Pour la partie questions, vous avez une petite fenêtre, un onglet qui est à ouvrir si vous utilisez un ordinateur. Si vous utilisez une tablette, il y a un bouton point d'interrogation pour poser vos questions. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle juste que les sessions précédentes sont disponibles en replay. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, si vous voulez revoir les introductions à la CEM ou d'autres sujets sur la Power qu'il y a eu avant, ils sont toujours disponibles. Et en attendant, juste avant de commencer, étant donné que il y a beaucoup de monde connecté, j'aurais voulu vous poser cette petite question, à savoir comment est-ce que vous avez été informé de ce webinaire et sous quel support vous êtes connecté, inscrit. Et je le compte juste jusqu'à 10, le temps que vous répondiez. Et derrière, la session va commencer. Je vais vous afficher le résultat dans un instant. Déjà, plus de la moitié ont répondu. Merci à toutes et à tous. Je peux fermer et vous partager le résultat. Alors, il y a 125 personnes de connectées, 200 personnes inscrites. Malgré cela, pas de pression parce que ici, la pression, on la boit. Enfin, je parle pour moi, puisque j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Alain. Et lui, ce n'est pas la pression qu'il boit, c'est le rosé. Il est en direct de Nice. Je te donne la main, Alain. Est-ce que tu es prêt? Eh oui, tranquille. C'est Bonjour à parti. tous. Bonne session à tout le monde. À toi, Alain. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être connectés pour ce apéro webinar final d'avant les vacances estivales. J'espère que le déconfinement s'est bien passé pour vous, que vous retrouvez votre petite vie tranquille et que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler filtrage. Parce que le filtrage, en général, c'est la chose la moins aimée dans l'électronique parce que c'est toujours euh, quelque chose de péjoratif. Autant c'est sexy de parler de son travail quand on dit moi je suis en train de faire du code, je programme du FPGA, je programme des DSP, je pisse du code comme je dis bonjour. Ça c'est touchy, c'est joli. Je fais de l'analogique. Là ça commence à être oula, mais c'est quoi l'analogique? Mais bon, on peut donner des exemples. C'est super sympa d'arriver dans ce cadre. Et puis, dès qu'on parle de filtrage, on a l'impression souvent que le filtrage, c'est parce qu'on est mauvais. Parce que si je suis bon, hein, je n'ai pas besoin de filtrer parce que mon électronique est magnifique et merveilleuse. Donc ça, c'est la première source d'erreur. Un petit arrière-goût d'ego qui se dit moi je suis super bon en électronique, je sais tout, j'ai tout compris et si je peux, j'ai pas besoin de filtrer. Sauf que l'électronique va de plus en plus vite, hein, les fréquences d'horloge augmentent relativement rapidement. Les tensions baissent, les tensions d'utilisation, ça baisse, on est en dessous du 1 volt très régulièrement. Les fréquences de découpage des composants pour les alimentations à découpage augmentent aussi. Et
intéressant, ou c'est à la mode aujourd'hui de découper au-delà du mégahertz. Avec les nouvelles technos qui arrivent, telles que le GaN, on va pouvoir aller beaucoup plus haut que le méga. Hein. On peut presque aller jouer à 10 MB en fréquence de découpage. Il faut que les composants derrière suivent, ça c'est un autre débat. Hein, parce que les composants passifs, faut qu'ils suivent. Donc tout est réuni pour avoir des grandes vitesses, des petites tensions. Donc tout est réuni pour nous donner maximum de bruit et nous gêner dans cette électronique-là. Il y a des signaux que je connais parce que c'est moi qui les génère. On parle de signal, on parle de fréquence de découpage, c'est moi qui la génère parce que j'ai choisi là ici. Ça peut être du fixe, ça peut être du variable, mais ça je connais. Et après, par contre, dans la vie réelle, il va y avoir tous les pseudo-signaux, tous les bruits générés par tous les éléments parasites des composants, d'une part. Ça, par contre, je commence à moins bien les connaître parce que souvent, on ne sait pas les caractériser parfaitement. Il y a des tolérances. On pourra en parler un peu plus tard dans la présentation. Donc, j'ai des doutes sur les valeurs. Ce qui me fait dire que les résonances que je vais créer à l'insu de mon plein gré, hashtag le cyclisme, je ne les maîtrise pas. Je connais les bandes de fréquences a priori parce que ces éléments parasites sont réputés de faible valeur. On va parler de pico, on va parler de nano. Donc, on peut supposer que ce genre de bruit va se promener à la limite du conduit début rayonné, donc dans la tranche des 30 MB, pour aller gentiment monter jusqu'à 200, voire 300 MB. Et après, l'autre problématique, c'est la propagation de ces bruits avec tous les couplages possibles et inimaginables que je pourrais avoir sur la carte, un couplage capacitif, un couplage inductif. Ça, c'est dû à mon routage. Plus mes signaux sont rapides et plus je dois faire attention à mon routage, au dimensionnement des pistes, à l'enterrement des pistes dites sensibles, à mes plans de masse, sans leur mettre des trous en plein milieu, sans leur mettre trop de connecteurs, ou en essayant d'utiliser des pins de mon connecteur reliés à la masse. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et pour avoir une idée de guideline pour pouvoir se dépatouiller de tout ça, un petit coup de théorie ne fait jamais de mal. Parce que si je connais la théorie, ben, la théorie en général, elle ne ment pas. Même moi, niçois de base, si je fais de la théorie, je peux aller du côté de Marseille, exagérer un petit peu, mais sinon, ça ne ment pas. Donc, ça veut dire que je peux avoir un support de direction. La théorie me dit que le résultat doit être A. Si je trouve C, dans la pratique, en faisant mes relevés de mesure, en faisant mes tests, ben, ça veut dire que il va falloir que je réfléchisse pour aller en direction de A sans dire A est faux, parce que A est toujours juste, c'est la théorie. Mais trouver le cheminement de pensée pour pouvoir me permettre d'aller chercher le petit détail que j'ai oublié sur ma carte, le petit élément de filtrage que je n'ai pas mis, ou la petite dérive de comportement de mon composant que je n'avais pas pris en compte, saturation, température, courant, et saturation en tension ou saturation en courant. Hein, ça dépend si on parle de kappa ou si on parle d'inductance ou de ferrite. Donc, on va commencer. C'est mon introduction. Pour ceux qui me connaissent, je vais encore le dire encore une fois parce que j'aime bien.
Donc, depuis que je vous parle, depuis les quelques minutes, vous avez probablement dû me placer en Alsace ou à l'est de la France, voire derrière la frontière, parce que j'ai un accent dégueulasse. Mais non, je suis niçois et je suis actuellement à 1,5 km de la mer. Et si je me penche un peu à la fenêtre, je pense que je vois un petit truc bleu. Le truc bleu, pour les nordistes, c'est la mer du Sud, hein, c'est pas la mer Marron. Allez, on est parti. Si vous avez des questions, hein, n'oubliez pas, posez-les dans le petit onglet questions. Germain est en backup juste Le nordiste est attends, en train de répondre. voilà, le Lillois expatrié à À Avignon. Avignon, oui. Allez, bonne session, à tout à l'heure. Donc voilà. Et après, à la fin de la session, si vous voulez partager vos questions ou même vos commentaires, vous écrivez, puis on peut se faire un petit truc sympa post-apéro. Allez, on est parti. Donc, comment allier théorie et pratique sans faire trop de maths, hein, parce que les maths, c'est bon pour quand on est à l'école. Mais là, on va juste utiliser le travail qui a été fait par nos aînés, dont Mister Fourier, qui s'est pas mal amusé à son époque. Donc, si je prends un signal carré qui n'existe pas dans la nature, parce qu'il est parfait celui-là, je peux le décomposer avec fondamental et harmonique. Je peux même écrire les équations hein, qui sont en haut sur la droite hein, pour les coefficients. Je peux le simplifier. Première des simplifications, ben, si je prends un rapport cyclique qui est aux alentours de 50%, je peux faire une belle simplification, ce qui me permet de calculer les amplitudes de chaque élément du fondamental au nème harmonique pour avoir un a priori sur la valeur de mes pics de fréquence. Si c'est un signal que je veux filtrer, ben, au moins, ça me permet d'avoir une idée ben, sur l'atténuation que je veux apporter, parce que si je connais la valeur de l'amplitude, que je connais le standard sur lequel je dois travailler, donc il va me donner les limites en mode conduit et en rayonné. Donc, je vais pouvoir estimer tranquille derrière mon bureau, est-ce que je suis au-dessus ou au-dessous du gabarit? Et si je suis au-dessus, combien j'ai besoin d'atténuation à apporter? Et c'est-à-dire, au final, quel est l'ordre du filtre que je vais devoir utiliser? Si j'ai 3 dB au-dessus du gabarit, je passe pas le test, mais je peux taper avec une atténuation de 20 dB par décade. Si je suis un peu plus haut, il va falloir que j'aille taper dans le second ordre. Et si je suis encore trop haut, ben, je peux m'amuser avec un double LC ou un pi ou un T. On en reparlera après des avantages et inconvénients. Si je prends un signal plus réalistique, quand je génère des signaux carrés, que ce soit du signal ou que ce soit moi, ma fréquence de découpage pour aller jouer avec la gate de mon MOS, ben, j'ai des temps de montée qui rentrent en jeu, j'ai des temps de descente. Et ce que je vois, c'est que l'enveloppe du signal que je génère va m'aider parce que j'ai 2 points remarquables. Hein. J'ai le point lié à la fréquence au théon et j'ai le point lié au temps de montée qui va me permettre d'avoir une double cassure et une atténuation naturelle de 20 dB par décade. Et quand j'arrive à la fréquence liée au temps de montée, eh ben, j'ai 20 dB supplémentaires par décade, ce qui me fait, sur les dernières harmoniques, une atténuation naturelle de 40 dB. Donc là, je peux, pareil, a priori, je peux jouer avec mon signal. Je prends un filtre, j'ai la fréquence, mon fondamental, fréquence de découpage, qui doit se trouver quelque part ici. Ben, je peux me dire, ben, je vais essayer d'atténuer ben, mon fondamental plus le deuxième ou troisième harmonique. Et après, avec le résiduel de mon filtre plus l'atténuation naturelle, ben, éventuellement, je vais avoir une chance de passer en dessous du gabarit parce que ben, ça s'atténue tout seul. Et la deuxième avantage de partir là-dessus, c'est que mon filtre LC, second ordre, à un moment donné, il y a le zéro de la kappa qui va revenir dans le jeu. Je ne sais pas vraiment où,
Donc, à la place d'avoir mon atténuation, je vais remonter un peu. Donc, je vais perdre en efficacité de filtrage. Pour éviter de trop me tripatouiller la cervelle avec ça, je me dis, ce qui reste de mon filtre, c'est tout bon à prendre, plus l'atténuation, donc je risque d'être bien. Ça, c'est la théorie, hein, bien évidemment, mais au moins, c'est un guide pratique. Combien d'atténuation je mets, quel type de filtre je mets, quelle marge de sécurité je prends sur le filtre, parce que si je prends moins 40 dB par décade, ça veut dire que c'est un filtre qui est parfait. Le filtre parfait n'existe pas, donc si je travaille dans la première décade pour éviter d'avoir des valeurs de composantes trop déconnantes, c'est-à-dire trop grosses, parce qu'après, il va falloir que, en fonction du courant, je choisisse et détermine la taille. Ça peut faire des gros pâtés. Je peux me dire, je prends 5, 6 dB de marge sur mes 40 dB d'atténuation. Donc, je calcule une fréquence de coupure qui me file un 35 dB d'atténuation, qui me permet, pareil, d'avoir une fréquence de coupure qui n'est pas trop basse. Donc, mon L et mon C qui ne soient pas trop déconnants. Ça peut être des idées de départ de calcul parce qu'il faut que je pose des valeurs sur mon PCB pour faire mes premiers tests. Je ne vais pas poser des valeurs au hasard, je vais essayer de faire un peu de maths pour faire des mesures les plus propres possibles au départ sur le PCB, quitte après évidemment à tuner mon filtre pour que je prenne en compte les éléments parasites. On verra ça juste un peu plus tard. Après, la théorie, elle a des limites quand même, ou au moins elle me dit tout à fait autre chose. Si je prends un signal qui ressemble presque à un flyback, je dis presque à un flyback, parce que là, juste sur cet exemple-là, c'est exactement les mêmes valeurs du sinus amorti sur le on que sur le off. Flyback, non. Hein. Flyback, ici, vous avez la résonance entre l'inductance de fuite et les kappa parasites, et ici, c'est inductance primaire et kappa. Si j'essaye de sortir les coefficients de la série de Fourier pour faire un calcul, là, je commence à avoir besoin d'alcool parce que ça commence à piquer l'œil. Et moi, je ne sais pas faire ça parce qu'il y a beaucoup trop d'inconnus dans ma simple équation. Donc, je vais être obligé de faire beaucoup trop d'approximations. C'est même plus de l'estimation. Là, on commence à parler d'approximation. Et si je fais de l'approximation plus de l'approximation et que j'arrive à un résultat, je ne sais pas quel paramètre il faut changer pour aller dans une direction donnée. Donc, ça commence à piquer. La seule chose que me dit cette théorie, c'est plutôt que d'essayer de combattre sur un flyback avec un seul étage de filtrage, parce que je ne vais pas le maîtriser, ou alors je vais prendre une massue pour tuer une mouche, je vais peut-être aller essayer de jouer sur chaque endroit où le bruit est généré. Fréquence de découpage ici, je peux aller chercher un filtre qui deal avec la fréquence de découpage et ses premières harmoniques. Je vais aller chercher un filtre qui va dealer avec la résonance de l'inductance de fuite. Donc, je clampe ou je mets un snubber. Je vais essayer d'avoir des kappa parasites qui ne sont pas trop importantes pour essayer d'amortir tout ça. Donc, je peux ralentir le théon si tant est que j'en ai besoin. Soit je mets une résistance sur la gate avec une diode sur la tête pour ralentir le théon et pas le T-off, parce que sinon mon rendement il pleure. Ou je peux mettre une ferrite pour aller gratter quelques pouillèmes de rendement, parce que le RDC de la ferrite est vachement faible. Donc, au lieu de coucher le théon, je vais amortir la résonance. Ça, c'est des choses qui se font. Je peux snubber mon VDS avec une résistance, une kappa. Si j'ai une diode en sortie du flyback, je peux mettre un snubber aussi en parallèle sur la diode en fonction de la techno de la diode et du mode de fonctionnement si j'ai besoin. Plus après, je ferai mon filtre d'entrée et j'essaierai de voir et de couper la tête au cheminement du bruit en mode diff ou en mode commun. Flyback, c'est pour une autre application.
Bah, peut-être, si ça vous intéresse, on peut se la taper en juillet si vous avez envie qu'on approfondisse le filtrage de flyback. Là, on va rester sur les abaisseurs de tension non isolés, Buck. Un, parce que c'est une topologie qui fonctionne depuis des années. Deux, c'est la plus facile. Et trois, avec toutes les informations qu'on vous a données tout au long des webinaires depuis le mois de mars, on aura creusé à peu près tout ce qu'il faut creuser sur l'abaisseur de tension en partant du calcul de la valeur d'inductance de la kappa et des kappas autour du DCDC. Plus là, ben, on se finit le DCDC avec les tâches de filtrage parce que, ben oui, un DCDC ou un buck, on doit, c'est pas une option, on doit nécessairement filtrer au moins son entrée. On verra plus tard. Dernière partie de la théorie, c'est les paires d'insertion. Parce que filtrer, c'est apporter une perte d'insertion, hein, c'est apporter une atténuation quelque part. Et ce quelque part, il faut que je le trouve. Donc, j'ai une voie de couplage, j'ai une voie quelque part où mon bruit circule. Donc, j'ai ma source de bruit, j'ai ma victime de l'autre côté. La paire d'insertion, elle peut être en série ou elle peut être en parallèle. Si je fais une paire d'insertion en série, ben, ça peut être une inductance, ça peut être une ferrite. La théorie me dit que la formule est super simple, hein. On peut parler d'équation de Maxwell ou de tout ce que vous avez envie, mais la paire d'insertion, ça reste juste très simple. C'est un 20 log de la tension non filtrée sur la tension filtrée. Ni plus ni moins. En fonction de la complexité, ben, le calcul est vite fait. Si c'est une simple insertion série, mon atténuation, elle va dépendre de la valeur d'impédance que je vais mettre comme composant utile au filtrage, divisé par l'impédance de mon système. Et ça, c'est super important pour deux raisons qu'on va voir. L'influence de l'impédance du système sur le filtre que j'utilise et aussi, quand on parle d'alimentation à découpage, l'influence de l'impédance d'entrée sur mon filtrage. L'influence de l'impédance d'entrée de la lime à découpage peut vous fusiller votre filtre, peut vous fusiller le MOSFET ou l'IC que vous utilisez. Ça vous satellise tout ça proprement en une demi-seconde. On continue. Donc, je lie les impédances de mon filtre à l'impédance de mon système et à l'atténuation. Donc, si je connais l'atténuation, a priori, que je connais ou je maîtrise à peu près les impédances de mon système, je suis capable de poser une valeur de composant pour arriver à cette atténuation. Si j'y arrive pas, ben c'est simplement que le système d'impédance que je choisis n'était pas celui que j'avais en tête, mais je connais la voie pour aller chercher tout ça. On en reparle dans 2 secondes. Si je prends une kappa, le kappa, c'est la même chose, c'est de la paire d'insertion parallèle. Le calcul, juste un poil plus long, mais sensiblement dans la même approche. Mon atténuation va dépendre de l'impédance de la kappa que je vais mettre et de mon système d'impédance. Donc pareil, même combat, même punition, je peux lier mon système d'impédance à l'atténuation, à la valeur de la kappa. Si on n'a pas envie de faire des maths, on peut très bien utiliser les ABAC. Hein, ceux-là, vous devez les connaître par cœur. Pour ceux qui suivent Virt électronique, plutôt que d'écrire les équations, on va aller chercher par système d'impédance. Plan de masse, un ohm, parce que traditionnellement, si j'ai pas fait un gros trou dedans, ça va quand même rester quelques milliohms, hein, l'impédance de mon plan de masse. 10 ohms, c'est une valeur théorique d'alimentation, on en reparle plus tard. 50 ohms, c'est pour de la clock standard, 90 ohms, c'est pour de l'USB. On pourrait très bien jouer avec un Ethernet à 100 ohms et se tracer la courbe. Donc l'idée en fonction, l'atténuation, mon système d'impédance, la valeur du composant que je dois mettre. Si quand je fais ça,
en pratique, j'arrive au résultat parce que je voulais 20 dB d'atténuation. Je mets 180 ohms d'impédance à une fréquence XY, on s'en fout. Et que je passe en dessous du gabarit. On est vendredi. Si c'est vendredi, je vous conseille d'aller faire un euro million parce que c'est sûr que vous avez le cul béni. Donc, vous pouvez être multimillionnaire dans la journée. Le plus probable, c'est que ça ne se passe pas comme ça et que sur les 20 dB d'atténuation que vous aviez, que vous vouliez, bah, peut-être que vous en avez plus que 8. Donc là, la question à se poser, c'est pas oh putain, le composant que j'utilise, il est pas bon, c'est de la merde. Je voulais du 180 ohms, et ben mon commercial, il m'a pas envoyé les 180 ohms. Ça, c'est la phrase de base. Quand quelque chose marche pas, c'est le composant. L'autre phrase de base, c'est ah, donc j'ai collé 180 ohms sur ma carte. Je voulais 20 dB d'atténuation, j'en ai de 8. Donc c'est que le système d'impédance que j'ai utilisé est pas le bon. La question à se poser, c'est pourquoi. Si je fais le calcul inverse, donc ben, j'ai 8 dB d'atténuation, j'ai 180 ohms d'impédance, ben, le système n'était pas à 10 ohms comme dans l'exemple, mais à 50. La question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est normal dans mon application? Si le système d'impédance ne me choque pas, eh ben, je n'ai qu'à faire une itération et puis aller recalculer la valeur d'impédance de la ferrite. Si ça me choque, ben, ça ne sert à rien que je fasse un filtrage puisque déjà mon système d'impédance, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, ça peut y avoir plusieurs raisons. Si c'est sur une alimentation que mon impédance est trop élevée, bah peut-être que le transitoire, si tant est que j'ai un transitoire derrière parce que j'alimente un pros et que ce pros-là, de temps en temps, il s'endort un peu, puis après il se réveille et il me pompe du courant. Et il faut que je lui donne, parce qu'il est capricieux, il faut que je lui donne à un temps relativement rapide. Si j'ai une impédance qui est trop élevée, bah, ça va me ralentir l'appel de courant. Donc, mon pros, il va se mettre en défaut, il ne va pas être content, par exemple. Donc, ça ne sert à rien que je mette un filtre. S'il faut que je retravaille le système d'impédance ou que je rajoute une capa quelque part en réservoir, etc., etc. Et si le système d'impédance est trop faible, là, la question aussi, c'est la même. Tiens, est-ce que sur mon routage, j'ai pas vu un couplage capacitif pour bien me tuer l'impédance et est-ce que ça va me déranger, ce couplage capacitif si oui, ben, je vais être obligé de retoucher une chouille mon routage. Donc, si je touche le routage, c'est pas la peine que je m'acharne à faire du filtrage. Je ferai le filtrage quand mon routage sera refait. Parce que ça sert à rien. Quand on fait des copier-coller de filtres, parce qu'il y a 10 ans, je l'ai utilisé, il marchait bien, je le remets dans mon nouveau design. C'est du copier-coller, genre je suis habitué, j'ai pas eu peur. Les filtres, il faut les recalculer en fonction des paramètres de la carte. Donc, blablabla, avec Red Expert, vous pouvez jouer avec les valeurs d'impédance. Si on fait de la capa, ben, on peut avoir exactement les mêmes graphes avec la capa. Là, mode conduit, 50 ohms, 10 ohms ou 50 ohms, 100 ohms, parce que 50 ohms, c'est mon impédance stabilisée, donc je connais l'impédance que j'ai d'un côté. Et de l'autre côté, on peut partir sur une alim, donc tu fais varier ça entre 10 et 100 ohms. Et puis en fonction, on peut calculer la valeur d'impédance de la capa pour aller sortir la valeur de la capa. On n'a pas besoin d'utiliser à chaque fois la fréquence de résonance parce que d'accord, ça donne le chemin de plus basse impédance possible pour bypasser le bruit, mais la paire d'insertion me dit j'ai besoin d'un minimum d'impédance à une atténuation de données. Ça me permet de pouvoir travailler sur la partie que je maîtrise de la courbe, parce que pareil, hein, la fréquence de résonance, ça va dépendre de la capa, de l'inductance de fuite qu'il y a ici. Les inductances de fuite ne sont pas forcément maîtrisées, voire pas données dans les datasheets. Donc, en fonction du routage aussi, hein, puisque l'inductance de fuite va dépendre de la façon de router,
ben, je vais être décalé. Donc, je ne suis pas certain systématiquement d'aller me taper là vraiment la plus basse impédance possible. Et ça évite comme ça de faire des sempiternels copier-coller de découplage avec les 1, 10, 100 nanos. Parce qu'à force que les gens fassent des copier-coller de notre application à 1, 10, 100 nanos, c'est mignon comme valeur. Ça fait pas peur, il n'y a pas de virgule. Sauf que quand des mecs qui s'appellent Apple ou Nokia ou Samsung, ils tous des millions de téléphones portables avec plus de 1000 capas céramiques par téléphone, ça vous donne des allocations. Parce qu'à la place de 100 nanos, vous auriez peut-être mis une 120 ou 80 et des bananes. Ça pouvait fonctionner pareil. Mais tout le monde a commandé des 1, 10, 100 nanos et plus personne n'en avait dans les stocks. Autre point qui est aussi important, donc ça c'est pareil, même courbe, sauf que c'est plus pour du découplage avec du 10, du 20, des systèmes d'impédance entre 10 et 50 ohms. Même combat, même punition. J'ai une atténuation à une fréquence donnée, ça me donne l'impédance de la capa, donc la valeur de la capa, et je peux aller tripoter gentiment le logiciel pour aller chercher le composant. Warning sur les capas céramiques, comme je fais toujours depuis longtemps. La capa céramique, c'est le mal-aimé de l'électronique. Pas en termes de consommation, hein, parce que ça, vous en mettez des tonnes partout sur les cartes. C'est mal aimé dans le fonctionnement, parce que c'est super capricieux et personne ne fait attention. Et ça, c'est un exemple qui est flagrant de caprice. Les ferrites, c'est ferro ou ferrimagnétique, on s'en fout, mais ça réagit au champ magnétique, donc je le sature avec un courant. Céramique, c'est ferroélectrique. Donc, je sature avec un champ électrique, donc je sature avec une tension. Et les tensions que l'on donne dans la datasheet, ce sont des tensions de travail, et la définition d'une tension de travail, c'est ne casse pas. Ça ne veut pas dire ça fonctionne, hein. Ça ne casse pas, juste le composant n'est pas cassé. Et vous regardez sur ce schéma-là, j'ai pris des capas qui tournent aux alentours de 10 de 10 volts, tension de travail, avec une application 5 volts. Sur certaines capas, j'ai déjà perdu plus de 50% de la valeur. Elle n'a pas cassé, juste un bosse plus. Les dipôles électriques à l'intérieur sont bloqués, donc la permittivité chute, donc la valeur de la capa chute. Donc, quand vous mettez des capas céramiques dans les alimes à découpage, veillez, tant que c'est encore possible, veillez à ce que, si vous vouliez un micro, ou 2 micros, ou 3 micros, veillez à prendre la techno et la taille adéquate qui vous permettent d'avoir cette valeur et pas de vous retrouver avec 60% en moins. Parce que sinon, vos ripples sont plus maîtrisés, votre filtrage n'est plus maîtrisé. Et vous vous retrouvez, si vraiment vous avez perdu, vous aviez un micro et avec le vieillissement, avec le décébias, vous vous retrouvez à quelques centaines de nanos sur la carte. Dans le pire des cas, ça crame. Et dans le meilleur des cas, vous passez par les standards d'émission pour les bruits. Et autre warning, puisque ça coûte super pas cher les capas, les gros boîtiers sont plus à la mode. Tous les gros fabricants, ils vont taper dans le 0,4, 0,2 et en dessous. Et pour nous, en électronique de puissance, du 0,4, 0,2 dans une alim, ça sert juste à rien du tout. Il nous faut des gros boîtiers pour compenser ce phénomène de chute de capa. Donc, il nous faut des boîtiers au-delà du 0,8, 0,5. Ou alors, vous en mettez une palanquée derrière pour être sûr que, au final, l'addition fait que vous remontiez en valeur de capa. Pour les gens qui sont adeptes du X5R dans les alimentations, c'est juste horrible.
c'est juste parce que vous ne voulez pas payer un X7R, parce que les valeurs de kappa en X5R, vous ne les maîtrisez pas. La chute est dramatique. Donc, un poil de sens supplémentaire pour aller taper dans la X7R sur des gros boîtiers, c'est quand même la solution la plus simple. Warning sur l'obsolescence des grosses tailles, hein. On n'est pas sûr que dans les années futures proches, les fabricants vendent encore des tailles au-delà du 0,8, 0,5, voire du 0,6, 0,03. Donc, faites en sorte, quand c'est possible, d'essayer de passer sur un polymère. Je sais, c'est gros, c'est moche, il y a des courants de fuite et c'est cher. Par contre, eux, ils sont pas soumis ni au vieillissement ou pas trop, et ils sont pas soumis aux allocations ou à la fin de vie des produits. La, la MLCC, ça risque de le faire. Donc voilà, ça c'est le warning. Donc les designs en céramique, faites gaffe. Pour les filtres les plus utilisés, parce que je parle beaucoup, mais on parle quand même de filtrage, les filtres les plus utilisés, et avec une première information sur les impédances, c'est le LC, c'est le C, c'est le Pi, c'est le L ou c'est le T. Faire un filtre, c'est quoi? Faire un filtre, c'est désadapter l'impédance au final. Quand je veux que mon signal passe, mon signal utile passe, je fais une adaptation d'impédance. Donc, si je veux que ça soit 50 ohms, c'est 50 ohms. Si je veux que ça soit 100 ohms, je match pour que mon impédance soit à 100 ohms, pour que mon signal passe. Si je veux pas que le signal y passe, je désadapte l'impédance. Bon, c'est l'idée qui est en tête. Donc, mes filtres vont être d'autant plus efficaces que je vais les placer de façon correcte. Une kappa, c'est basse impédance. Donc, si j'apporte une basse impédance, mon système doit être assez haut pour que je puisse avoir un mismatch le meilleur possible et que cette basse impédance-là fasse son effet. Si je colle de la kappa sur de la basse impédance, ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir basse impédance, basse impédance, basse impédance. Qu'est-ce qui fait mon bruit? Ben, mon bruit s'en fout puisqu'il a de la basse impédance à peu près partout. Donc, il va peut-être circuler un pouillème là-dedans, mais ça l'empêchera pas d'aller ailleurs. Si je suis haut, ici, haut là, ben, le bruit, qu'est-ce qu'il va avoir? Chouette, un chemin basse impédance, bypassé. Donc, c'est l'idée. Au mieux je maîtrise mon système d'impédance, au mieux je maîtrise la topologie de filtre que je vais utiliser. Inductance, c'est haute impédance, donc ça va mieux matcher quand je vais avoir de la basse impédance de chaque côté. Pareil pour le Pi, hein, j'ai de la basse impédance, donc il me faut quand même un peu de la haute. Et pour le T, même chose. Et on va voir, hein, c'est flagrant sur les systèmes d'impédance parce qu'au final, soit j'ai du premier ordre, soit j'ai du deuxième ordre et soit j'ai du troisième ordre, mais en fonction de l'impédance, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Et je ne peux pas espérer avoir une utilisation optimale. J'aurai une atténuation, certes, mais c'est un peu comme si je me tape une Ferrari et que je reste en seconde. C'est fun à l'accélération, ça me colle au siège, mais si je veux aller faire un bout d'autoroute, j'aimerais bien passer la 6e avec la Ferrari, hein. Je ne vais pas me rester collé en deux. Pareil sur le filtre. Je vais avoir une utilisation, gagner quelques dB d'atténuation, mais si je me paye un filtre en pi, je voudrais d'autant l'utiliser à 100% de ses performances ou au moins à 90% de ses perfs, donc avec un bon système d'impédance. Yep. Donc, ben, pour avoir les idées un peu plus claires, ben, on va faire un petit, pardon, petite simulation avec LTSpice. Pourquoi LTSpice? Un, parce qu'il est gratuit, et deux, parce qu'on a toutes nos rubriques de composantes dedans, avec les éléments parasites inclus, même pour les kappas. Donc, vous pouvez faire de la simulation intéressante.
Pourquoi les 1, 10, 100 nano, c'est débile en découplage? Ben parce que en général, vous mettez ça pour avoir une large bande de filtrage. Sauf qu'avec les inductances parasites, eh ben, vous avez des anti-résonances à un moment donné qui fait que votre large de bande, il est juste qu'en bout de bande. Des petits morceaux de bande où vous allez avoir de la basse impédance. Il y a des endroits, ben, vous risquez même d'avoir quelques petites amplifications. Donc, ça peut être surprenant quand vous voulez faire du filtrage. Si vous êtes complètement pur raciste et que vous n'aimez pas du tout les ferrites et que vous voulez faire du tout capacitif, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez essayer de prendre une capa avec une fréquence de résonance proche de cette valeur pour lui couper la tête et une capa avec une fréquence de résonance proche de cette valeur pour lui couper la tête aussi. Ça vous fait 5 composants et vous aurez toujours des petits escaliers dans votre bande de filtrage. Donc c'est pas super terrible. Ça fait du volume de vente, mais ça fait pas un filtrage très très glamour. Donc le mieux, bah, c'est dans le pire des cas, au lieu de changer la valeur, c'est que vous mettez, vous mettez les mêmes. Donc là, je ne suis pas cassé dans ma simulation. J'ai pris des ESL exactement identiques. Comme ça, les remontées sont les mêmes. C'est pour ça l'explication ici. Et là, bon, en utilisant ce genre d'appli ou de CAPA, l'avantage, c'est que je n'ai plus ces phénomènes de résonance. Si je veux tuer l'anti-résonance comme ça, il ne faudrait pas que j'ai des facteurs de 10 entre chaque valeur. Il faudrait que j'ai des facteurs de 2, 3 pour éviter que les ESL remontent et que l'impédance Macapa rentre en jeu. Mais pareil, ça fait de la dent de scie, c'est pas joli. La meilleure façon de filtrer, c'est de marier les inductances et les capas et la combinaison qu'il faut. Et on va faire, on fait un rapide survol parce que si vous voulez le fichier, bah, vous pouvez l'avoir. C'est juste un comparatif de paire d'insertion avec un système d'impédance donné en fonction de différentes configurations de filtres LC, CL, double LC, double CL, Pi et T. C'est ce qu'on retrouve souvent en étage d'entrée. Donc, pour voir en fonction des impédances, quelles sont les perfs sur lesquels je peux compter. Et en fonction des impédances, donc là, je pars 5 et 100, et après j'inverse, je mettrai 100 ici et 5 de l'autre côté. On voit très bien que quand je respecte cette idée d'impédance, haute impédance pour les capas, basse impédance pour les inductances, les paires d'insertion sont les meilleures possibles. Parce que là, je respecte bien basse impédance versus haute, et là, haute impédance versus basse. Donc, les perfs de ce filtre, c'est le même, c'est juste qu'il est inversé, sont largement meilleurs. Et c'est flagrant de regarder ce type de combinaison systématiquement pour garder ça en tête. Donc, je vous fais le balayage pour bien faire la méthode marteau, hein, pour que ça rentre dans les têtes. Les systèmes d'impédance sont cruciaux sur la qualité du filtre. C'est pas parce qu'il y a 10 ans vous utilisiez un LC ou un Pi que le Pi est forcément adapté partout. C'est faux. Le Pi est adapté quand mes systèmes d'impédance sont élevés. Sinon, il marche, mais il ne sera pas optimisé. Vous voyez les différences que je peux avoir sur les différentes sur les différents schémas. Il faut que je m'accélère un petit peu quand même parce que on me fait une remarque que je suis un bon sudiste et que je parle beaucoup trop. Donc ça, je vous le laisse. Vous aurez la présentation. Vous pourrez regarder. Il faudrait que j'arrête de montrer l'écran avec mon doigt et que j'utilise déjà aussi la souris. Vous pourrez regarder les différences perfs sur les paires d'insertion. C'est intéressant. Cerise sur le gâteau, c'est que évidemment, des fois, en fonction du système d'impédance, il est ni trop haut ni trop bas, et les filtres ils marchent exactement de la même façon. Donc, c'est ça le fun avec l'électronique. Application. Donc, d'abord,
Premier truc, si vous mettez une ferrite en entrée d'alimentation, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que ça fasse un fusible non réarmable, faites attention à la mise sous tension des courants d'appel. Parce que les capas sont vides, donc me font des appels de courant. D'ailleurs, c'est pour ça que trop de capas en entrée d'alimentation, ça fait trop de courant d'appel. Si vous voulez pas qu'un crame, soit vous mettez une capa en tête, comme ça, le court-circuit il est là et c'est pas elle qui va se retrouver direct en court-jus. Soit vous mettez des ferrites qui ont été définis pour tenir des courants d'appel en fonction de l'amplitude du nombre de pulses et de la largeur du pulse sur les courants comme ça transitoires. C'est les MPSB chez nous. Revenons à nos moutons, parce qu'on parlait quand même d'alimentation à découpage. C'est la fin. Je vous prends encore 10 minutes. Comme ça, on est bon et on pourra poser les questions tranquille derrière. Alimentation à découpage. Première zone, je l'ai dit tout à l'heure, première zone où je vais générer quelque chose, c'est ma fréquence de découpage avec ses harmoniques. Donc, en fonction du mode de fonctionnement, ça c'est le courant en mode continu. Il est mignon, il est joli, hein, c'est du pratique. Le ripple en sortie, ça peut être du trapézoïdal. Si j'ai des ESR qui sont assez violents, donc si je prends de la chimique ou de la polymère, j'ai des ESR qui sont un peu élevés. Si je pars plutôt en version céramique, j'ai pas d'ESR, donc ça c'est la théorie pure, hein, c'est la paraboloïde de tension du fait que mon courant il soit triangulaire. Après, rentre dans le game les éléments parasites, donc un peu de SR, un peu de SL, un peu de kappa parasite, un peu d'inductance parasite, un petit bout de piste de ci, de là. Donc mes signaux, ils vont avoir tendance à intégrer ces phénomènes parasites. Donc le SL ici, je vais avoir des petits shoots. Ma tension de sortie commence à avoir, dû aux ESL, des têtes un peu bizarres. Et puis après, j'ai toutes les petites résonances qu'ils peuvent avoir. Et encore, ces signaux-là, ils sont jolis. Hein. C'est pas du signaux méchamment bruité. Donc, il va falloir que je combine filtrage en mode conduit, filtrage en mode rayonné hein, pour toutes ces petites chouilles de résonance haute fréquence. Première étape, je peux faire de la simule. On aime ou on n'aime pas. Pareil, LT Spice, pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et hop. Pourquoi on aime ou on n'aime pas? C'est parce que je vais être obligé de mettre une impédance stabilisée 50 ohms. Donc, il y a des débats ouverts sur qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je mets pas dedans, comment je la caractérise. Est-ce que je suis sûr que je présente mes 50 ohms sur l'ensemble de la bande de fréquences que je veux filtrer? Yes. Donc, moi, pour pas rentrer dans le débat, je me suis contenté de prendre une fonction à développer linéaire. Ah, comme ça, c'est leur faute, c'est pas la mienne. Et puis surtout, comme c'est eux qui l'ont fait, ils me l'ont gracieusement donné. Donc, je l'utilise en élément de base. C'est pas pour faire de la mesure au pouillème de dB près, c'est juste pour montrer qu'on peut faire de la simulation de bruit avec Spice. Donc, abaisseur de tension tout simple, pas de filtre. Qu'est-ce qui se passe si je viens faire la mesure en microvolts, dB microvolts ici? Bim, ça me donne ce que je viens, un trapézoïde, des harmoniques. On voit un petit peu la remontée ici, donc on voit l'atténuation. C'est caractéristique de l'enveloppe d'un trapézoïde. Je veux le filtrer. Qu'est-ce que je fais? Moi, mon alimentation, je considère que c'est de la basse impédance. Donc, je vais l'attaquer avec un T, parce que comme ça, basse impédance, haute impédance, je peux estimer que mon filtre me donnera un fonctionnement optimal. Pas le meilleur, mais optimal, parce que le système d'impédance qu'il voit est propre. Par rapport au schéma d'à côté, j'ai juste un poil élevé la valeur de la kappa ici pour considérer que j'avais un transitoire. Donc, j'ai rajouté un poil de réservoir d'énergie
parce que même si la valeur des inductances ici est faible, ça va quand même me ralentir le courant avec les kappas. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je refais une mesure de mes volts divisé par microvolts. J'étais à 3000 tout à l'heure, je passe à 70 et des bananes. Si je fais un 20 log de ça, je pense que je suis déjà en dessous de bon nombre de gabarits en CEM. Et si vraiment ça m'énerve, je peux changer un poil les valeurs d'inductance. Mais là, je fais le compromis. Je vais ralentir le transitoire, donc il faudrait que je rajoute une kappa ou que j'augmente la valeur de la kappa en tête si j'ai besoin. Mais je fume à peu près complètement les harmoniques de la fréquence de découpage avec un fondamental qui me reste à 80 millivolts. Donc c'est peanuts, il n'existe plus. Théorie, je ne prends pas en compte les éléments parasites de mon routage, mais on peut commencer à jouer avec LT-Spice et faire du filtrage. Si j'arrive pas à filtrer avec les valeurs de mon filtre sur LT-Spice, c'est pas la peine que j'aille au lab et que je les soude sur la carte. Cas pratique de mesure sur une carte que l'on a, nous, abaisseur de tension, pas très bien faite pour remonter les problèmes de routage que l'on pourrait avoir. C'est fait exprès, la mauvaise qualité de la carte. C'est vachement plus facile de dire ça et de faire un mauvais design que de dire putain, j'ai cherché à optimiser, j'ai raté. Mais non, c'est juste pour rire. On a fait des erreurs de base avec des longueurs de piste et des largeurs de piste et des entrées-sorties qui sont super éloignées et ça se promène un peu partout sur un format A4. Je glisserai la photo dans la présentation si vous voulez, si vous avez une idée. Donc, sans filtre, ça c'est le ripple que j'ai en entrée. À peu près 2 volts de ripple sans filtre. Tension d'entrée est 9 volts, tension de sortie est 5 volts pour information. C'est pareil, c'est le chip d'LT que vous avez vu sur les slides d'avant qui a été utilisé. Pourquoi LT? C'est juste parce que c'est comme ça. On avait envie. Donc 2 volts de ripple, c'est dramatiquement trop élevé. Donc, qu'est-ce que vous faites d'habitude, vous, par pur racisme? Vous faites du filtrage que capacitif en entrée. Un, parce que les fabricants d'IC, ils vous donnent des notes d'appli où il y a quasiment que de la capa en entrée, parce qu'ils n'aiment pas les ferrites. C'est pas sexy à vendre, l'IC, si je mets de la ferrite. Ça veut dire que je fais du bruit. Donc, si je vous vends une Formule 1, que ça fait du bruit, que ça consomme, vous n'avez pas aimé. Si je vous vends un composant qui fait 1 mm², qui intègre toutes les fonctions, qui intègre les MOS, qui intègre la compensation, et vous avez que 2 composants à mettre pour que ça fonctionne, je ne vais pas vous dire, il y a 2 étages de filtre à mettre de chaque côté. C'est du marketing. Donc ça, c'est le Fourier qui va avec l'analyseur de spectre. Filtrage capacitif, 3 valeurs de kappa. Je me retrouve avec 300 ou 400 milli de ripple par rapport à mes presque 2 volts. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de passer en dessous des gabarits. Je pourrais rajouter des kappas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, après les appels de courant que vous allez avoir, ça va être compliqué à gérer. Donc on peut faire le racisme opposé, une seule inductance, une vraie, hein, pas une ferrite, une inductance de filtrage. Pareil, je réduis le ripple, sauf que les éléments parasites de l'inductance, genre kappa parasite, viennent de me générer une résonance que je n'avais pas et qui va probablement me tuer le rayonné. Donc c'est pas bien non plus. Que de la kappa, c'est pas bien. Que de l'inductance, c'est pas bien non plus. Il faut faire le mariage des deux. Compatibilité électromagnétique, c'est un peu de l'électrique et un peu du magnétique. Donc on peut mixer avec inductance kappa. Donc ça c'est le résiduel que j'ai. J'ai des harmoniques qui se baladent à l'appel. Filtre LC.
je me retrouve avec quelques dizaines de millivolts, moins de 20 millivolts de ripple en entrée. Juste un filtre LC placé correctement. Donc le L au cul de la capa d'entrée du DC-DC et le C de l'autre côté. Bim, je suis passé en dessous du gabarit. C'est juste pour montrer l'utilisation. C'est le point clé de l'adaptation d'impédance. Je dois faire attention au système d'impédance que j'utilise pour pas que les perfs soient dégradés. Pour finir, le filtrage, mettre un filtre en entrée d'un DC-DC, c'est mettre un système du second ordre à un générateur, à une impédance négative. Donc, ça vous file un oscillateur si vous ne faites pas attention à ça. Pourquoi l'impédance de la lime est négative? Parce que si je veux fournir une puissance constante en sortie, si ma tension d'entrée augmente, je vais avoir une baisse du courant pour garder cet équilibre. Donc, j'ai un incrément négatif. Donc, si j'ai une variation, j'ai un incrément négatif de la valeur d'impédance. Donc, c'est similaire à une impédance négative. Et si j'ai une impédance négative, mon système du second ordre, il va réagir comme on lui a appris à réagir. Si je ne suis pas amorti, je peux avoir une oscillation amortie, mais amortie au bout de 10 000 ans. Donc, ce n'est pas du tout acceptable en alimentation. Je peux être juste oscillant. Donc, pareil, bye-bye en alimentation. Et là, si j'ai vraiment pas la chance avec moi, je vais avoir une petite amplification et ça va me ratatiner là ici que j'ai juste derrière. S'il n'a pas déjà été ratatiné et cramé avec ça, je risque à un moment donné de le cramer comme ça. Donc, toujours prévoir un système d'amortissement sur les filtres pour couper ces overshoots. Un petit rappel de la tête des filtres. Hein. Tout est lié. Je suis mal amorti. J'ai une résonance et la réponse à un step. Donc, la réponse à une variation de la tension d'entrée, ça va être un système oscillant avec un overshoot et des ringing. Ça, en électronique, enfin en alimentation, c'est le ringing n'est pas acceptable. Un petit overshoot maîtrisé, oui, mais je veux pas de bump derrière. Donc, quand j'ai des transitoires sur la carte, je suis stable si j'ai une bonne marge de gain et de phase. Je veux pas me faire ratatiner et me faire polluer par la résonance du filtre qui va arriver derrière. Ça, c'est l'impédance d'entrée en module de mon abaisseur de tension. Hein, vous voyez la tête. Donc, l'idée pour ne jamais avoir de problème de résonance, parce que là, si je prends le schéma simplifié, impédance de sortie du filtre, impédance d'entrée, j'ai un pont diviseur et j'ai moins Z-in divisé par ZS moins Z-in. Donc, si l'impédance de sortie du filtre est trop proche de la valeur d'impédance d'entrée, je pars à la catastrophe. Et ça, c'est donc impédance d'entrée du buck, impédance de sortie du filtre. Donc, il faut que je sois sur n'importe quelle bande de fréquence. Il faut que je m'assure que je ne sois jamais proche pour éviter que cramage ou brûlage. Donc, amortissement du filtre est très fortement conseillé. Ça peut être le SR de la capa, parce qu'à un moment donné, on parle du coût. Donc, on va rajouter un ESR, une petite résistance pour pouvoir faire l'amortissement. Ça peut être un vrai amortisseur avec une capa supplémentaire et la résistance. La capa ici ne sert à rien si ce n'est qu'à couper la composante continue pour pas flinguer mon amortissement. Inconvénient de cette solution, c'est qu'elle est plus chère. Avantage de la solution, c'est qu'en faisant ça, je ne détériore pas le gabarit de mon filtre. Je fume l'oscillation, donc je suis tranquille.
je n'aurai jamais ce problème d'oscillation ou d'instabilité. Par contre, cette capa-là est 2, 3, voire 4 fois plus grosse en valeur hein, que celle de mon filtre. Je pourrais faire du filtrage série, qui est en parallèle sur l'inductance, mais ce n'est pas moi qui choisis les mots. C'est un peu plus chiant à faire parce que soit je fais pas attention et je vais rajouter une petite inductance avec une résistance qui fait que globalement, ben, le gabarit de mon filtre il va être un peu détérioré. Soit je me repaluche 4 pages de calcul en faisant le calcul de mon filtre en incluant cette inductance en parallèle dessus. Comme ça, dans le même cas, je n'ai pas ce problème de perte de perf du filtre. C'est au choix. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Tandis que la première enfin la série avec l'inductance, ça peut être moins volumineux que de mettre un gros bébé comme celui-là. Mais si j'ai pas trop de problèmes sur ma carte, c'est kiff kiff. Donc, si vous n'aviez pas compris, pensez à faire un amortissement pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et si vous voulez vous amuser ou vous convaincre du phénomène, pour les gens sceptiques et qui ne croient que ce qu'ils voient et qui mettent le doigt sur les composants pour voir si ça marche, à l'ancienne, si je me pose mon doigt et que je me brûle pas, c'est que ça marche. Si je me brûle, eh ben, je me brûle le doigt. Donc, filtrage avec un petit système qui me permet de mettre le filtre ou d'enlever le filtre à ma convenance, et puis des variations que j'ai envie sur ma sortie pour mettre tous les transitoires, pour faire de la charge, pour faire de la charge faible. Donc, c'est facile à utiliser. Encore une fois, LT-Spice. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Donc, on regarde ce qui se passe avec et sans amortisseur. Première partie ici, j'ai pas de filtre. Donc mon système, il démarre gentiment. Ça, c'est le courant dans la charge. Je commence gentiment, j'arrive à mon état d'équilibre. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Deuxième step, je mets mon filtre que j'amortis ici en bleu et que je n'amortis pas en noir. Donc à la montée de tension, filtre non amorti, je pars en oscillation, qui fait que je n'arrive jamais à avoir, par rapport à mon courant, à mon filtre dampé, je n'arrive pas à arriver à un état stable, un état d'équilibre. Je ne sais plus reconnaître mes bébés et je suis en pleine résonance, donc je ai un comportement complètement erratique. C'est valable pour la full charge et c'est valable pour faible charge. Pareil, avec un filtre dampé ou sans filtre dampé, mon filtre amorti me permet d'avoir des transitoires, hop, juste le petit overshoot en bleu, et je suis stabilisé, régulé, propre. Le filtre non dampé, je suis en oscillation amortie par rapport à une oscillation ici qui n'était pas amortie. Je suis amorti, mais largement pas suffisamment vite, puisque quand je repasse encore avec une variation de charge, et bim, là je suis reparti en carafe. Donc on peut considérer que rien que le fait que le filtre ne soit pas dampé, pourtant c'est pas cher, c'est juste un petit filtre tout crevé sur l'entrée, peut me flinguer un composant ou une application qui fonctionnait proprement et correctement avant. Donc ça, c'est sur Parole Pieuse que je vais m'arrêter. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, on en profite. Germain, tu peux reprendre la main. Et mesdames et messieurs, balancez vos questions, vos commentaires. On a encore du temps. Moi, je ne suis pas pressé, je suis à la maison. Germain, nous ne t'entendons pas.
Allô, Germain? Comme ça? Allô, allô? Ah, ça C'est y est. mieux? Ouais. Branche le micro. Ouais, ouais, bah, en fait, mon micro. Ah putain, qu'est-ce que t'as encore touché? Bon, bah, on va faire sans Je Germain. suis là. Si, Voilà. si, si, je suis là, tu m'entends. C'est juste que j'ai mon micro externe qui marche plus. J'espère que tout le monde m'entend à nouveau. Alors, j'ai répondu à beaucoup de questions, tu le verras. Il y a des gros pâtés, il y a eu beaucoup de questions, mais tu n'en as plus beaucoup à répondre. J'invite juste tout le monde à les poser par la petite fenêtre qui est dans l'onglet questions. Hein, d'accord. Je vois qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Alain, il y en a quelques-unes qui sont apparues auxquelles je n'ai pas répondu à propos du placement du filtre. Je ne sais pas si tu les vois, c'est parmi les dernières qui n'ont pas de réponse justement. Il y a une personne qui a posé deux questions à la suite. Hop. Pouvez-vous donner une idée de comment utiliser le filtre ampli pour éliminer les perturbations dues aux émissions conduites, genre dimensionnement, simulation? Là, je pense que la question a eu lieu il y a environ un quart d'heure. Depuis, tu as montré les simulations. Mais la personne avait besoin du détail et surtout de où placer le filtre dans le schéma, en fait. Je ne sais pas si tu veux revenir. Tu m'entends toujours, Alain, hein? Ouais, ouais, J'espère. ouais, ouais. Je suis en train d'écouter. Et j'étais en D'accord. même temps en train de lire les questions qui n'ont pas été répondues. Où le placer? Alors, vous avez le plus près possible de l'IC parce que vous avez en émission, vous voulez pas que le bruit se propage de trop et qu'il se trouve un chemin et qui pourrait me bypasser le filtre. Donc, le plus proche possible de l'entrée D'accord. pour Tu la. m'entends, Alain? Ouais, ouais. Donc c'est bon, mon micro est revenu. Donc ça répond parce qu'il y avait derrière une explication supplémentaire. Bah non, tu as répondu, c'est ça. Côté Donc, align, côté régule après, DC, tout ça, c'est bon. je sais pas si la personne est encore là, mais on va donner le truc. Comment rajouter la ferrite pour coucher le front si je la mets sur la gate? Non, la résistance couche le front du Théon. La ferrite ne touche pas le front parce que le RDC est faible. Elle va jouer sur l'amortissement de la résonance. C'est deux approches différentes. Et ça sert à juste gratter quelques pouillèmes de rendement parce que le RDC est vachement faible. Donc la résistance couche, la ferrite amortit la résonance. J'avais vu passer une question sur l'ESR faible. Est-ce que ça peut causer un problème? Oui, ça peut causer un problème comme on l'a montré tout à l'heure. Si j'ai un problème d'impédance négative avec une variation de la tension, par exemple, le fait d'avoir une résistance faible ne va pas m'aider à amortir ce phénomène-là. Rajouter une résistance en série va me permettre de le ralentir. Pour avoir une idée, si on a une application, sur la bande, on rajoute un potard en série avec la capa. On fait tourner la valeur de la résistance, ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de faire les calculs. On fait tourner la valeur de la résistance et on regarde où c'est que l'oscillation est la plus faible possible. Et puis ça vous donne la valeur de la résistance. Mais ça c'est vraiment la méthode. Je suis au bord de l'agonie et j'ai besoin de résoudre le problème. Après, si on ne parle pas de filtre d'entrée, mais qu'on parle de filtre de sortie, peut-être que le fait de rajouter une résistance juste permet de maintenir un certain ripple, parce que là, ici, a besoin de retrouver ses bébés avec un minimum de ripple de tension pour pouvoir faire sa régulation. Il y a plein de possibilités Alain, sur le rajout. ouais, merci. Yes.
Il y a deux personnes qui me signalent qu'ils ne voient pas la fenêtre question. Alors, il y a l'onglet qu'il faut ouvrir. Il y a un onglet questions normalement que vous pouvez ouvrir. J'espère que c'est résolu. En tout cas, il y a beaucoup de questions, donc c'est que certains l'ont trouvé. Il y a un petit onglet à faire dérouler, l'onglet qui s'appelle questions. J'espère que ça ira. Alors, il y en a d'autres encore, hein. Tu vois, il y a une question sur une phase moteur avec une capa. Alors, par contre, je pense que celle-là, elle nécessiterait un support où on poserait plus de Ouais, questions à on la personne pour parlera, on savoir dans parle, quel ouais, cas. on Je vais répond répondre à la personne qu'on pourrait en en privé. parler en perso. Ouais. Ouais. Ouais, Mm. d'accord. Est-ce que le filtre a un impact sur la consommation de courant? Ouais, un petit peu parce que j'ai un RDC sur la valeur d'inductance. Donc je vais avoir en fonction de la valeur du courant, je vais avoir des pertes cuivre qui seront plus ou moins élevées. Si c'est de la ferrite, les RDC sont faibles. Donc, en termes de rendement, c'est pas presque transparent, mais c'est pas dramatique en perte. Quand on utilise le cuivre. Les capas, il y aura un peu de perte aussi parce que c'est pas parfait, mais ça doit pas être dramatique non plus. Il y a une remarque sur les filtres intégrés, Alain, également. Tu veux en parler? Attends, elle est où? Elle est un peu plus bas, 11h53. Que 11h53. pensez-vous des composants Le composant. EMFIL, VS filtre LC ou ferrite kappa? Alors, Je te pose c'est une colle. bien. Non, 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 pas du tout. non, je vais répondre de façon professionnelle. Pour pas dire les filtres intégrés, c'est de la merde, parce qu'après, c'est péjoratif. Je suis tenté que. Non, avantage d'un filtre tout intégré, c'est que ça vous fait qu'un composant. Donc, en termes de dimensionnement sur votre carte, c'est cool. En termes de coût de fabrication, c'est bien aussi parce que ça vous fait une pose à la place. Ça dépend des tâches du filtre. Inconvénient, c'est que le filtre est tout intégré et vous ne pouvez pas modifier un pouillème de valeur. Donc, ou ça passe ou ça casse. Si ça filtre, c'est très bien. Si ça filtre pas, sur un filtre éclaté, donc vous avez un composant discret, vous pouvez modifier les paramètres pour optimiser. Et dernier inconvénient d'un filtre tout intégré, c'est que vous êtes marié avec un fabricant et s'il n'a pas stock, il n'a pas de stock. Donc voilà. Sinon, techniquement, si ça rentre dans l'application, c'est bien. Est-ce que le filtre a un impact? Ça, c'est fait. Bon, j'utilise un filtre en PI pour l'une de mes alimentations à découpage et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de souci. Ah, je n'ai pas dit que le PI ne marchait pas. J'ai dit que le PI, vu qu'il est en basse-basse, il n'est pas dans ses 90% de fonctionnement optimal. Mais ça fonctionne aussi très bien. Oui, il y avait la suite, hein, Alain. Mais Ouais, aujourd'hui, on a détourné l'alimentation en version 1000 ouais, en volts version actuée. 1000, il manque un par le courant d'appel qui frôle, ah oui, 10 ampères, ça pique, 10 millisecondes en plus. J'arrive à le réduire considérablement en mettant une résistance en série. Ouais. Ah bah si vous n'avez pas de problème de rendement, ouais, la résistance c'est cool. Si vous avez des problèmes de rendement, enfin si c'est une résistance ou NTC. Sinon, vous me mettez une NTC, comme ça, elle va ralentir quand elle va se prendre le courant dans la tête. Alors, je suis en train de répondre à la main aussi à certaines, hein, là, en même temps. Ok. Alors, hein, si on a plusieurs bugs dans un circuit, est-ce qu'on est obligé d'ajouter un filtre pour chacun? Moi, je suis tenté de dire, sans vous pousser à la consommation, ouais, un filtre pour chacun. Pour une raison principale, c'est que si vous faites un filtre global, vous allez essayer, vous allez récupérer les bruits générés par tous les étages de bugs. Donc le filtre risquerait d'avoir une taille conséquente.
En fonction, en plus, ça dépend si vous utilisez tous la même fréquence de découpage sur le buck ou si vous avez sur chaque étage des fréquences différentes pour éviter d'avoir une grosse raie en plein milieu. Donc, un petit étage de filtrage à chaque entrée de vos bucks, ça vous permet d'avoir des tailles de composants ou des valeurs de composants qui vous donnent des trucs pas trop déconnants. Chaque générateur de bruit doit avoir son filtrage le plus proche possible pour éviter que ça se propage. Ça, c'est si j'ai pas de problème d'argent. Si j'ai des problèmes de place et des problèmes d'argent parce que j'ai fait une application où je dois tirer les prix au maximum, c'est pareil, on essaye de faire un compromis, on essaye de virer le plus de choses possible. Tant que ça passe en dessous du gabarit. Tant que ça passe, ça passe. Donc, l'idéal, me permet tout à l'heure, pardon, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les ferrites et les courants d'essai qu'elles subissent. J'avais dit que je montrerai derrière les courbes. Si vous allez sur AdExpert, notre application en ligne qui vous permet de sélectionner notamment des ferrites sur PCB, vous avez ici les courbes d'impédance que je vais agrandir et vous avez justement un onglet. Alors, Romain qui m'a posé une question. Un onglet pour choisir le courant d'essai qui passe dans la ferrite et vous verrez que la valeur de l'impédance varie. Voilà. J'en ai message déjà parlé à personnel. l'écrit. Attends 2 secondes. Message personnel. Amen. Oui. Ouais, on s'appelle après. Sans problème. Très bien. On voit la variation de la courbe d'impédance. Si tu veux ajouter quelque chose, Alain, vas-y. N'empêche qu'en attendant, j'avais donné le détail du pourquoi, du comment à l'écrit, c'est-à-dire que là, il y a un DC Baïa qui modifie la courbe d'impédance de la sève, donc un courant DC, de la sève, de la ferrite, quoi. Voilà, et on le voit qui varie ici en fonction du courant. Je suis passé de 0 à 0,3 ampères. Bon, c'est une ferrite qui doit être déjà limitée en courant. Il y a des ferrites qui ont un comportement comme ça si on passe de 0 à 1 ou 2 ou 3 ampères. Là, c'est une ferrite qui est à 1 ampère max en nominal. Voilà. Les ferrites n'ont pas d'entrefer. Juste pour l'explication. Les ferrites n'ont pas d'entrefer. Donc, la courbe d'hystérésis, elle est vachement abrupte. Donc, le fait d'avoir un courant continu dedans, le point de fonctionnement va monter rapidement dans le genou de saturation. Donc, c'est pareil. Les courants que l'on donne, les courants nominaux pour les ferrites, ne disent pas que la ferrite fonctionne. Les courants nominaux donnés sont pour l'élévation de température. On dit s'il y a 2 ampères dans la ferrite, par exemple, l'élévation de température est de 40 degrés, mais on vous donne absolument aucune information sur l'état de saturation. C'est une définition comme ça. La saturation est donnée par un courant de SAT qui n'est pas fourni avec les ferrites. Donc faites gaffe, si vous mettez des ferrites sur des alimes, prenez une marge au moins de 2,5, 3 en fonction du courant que vous avez dans la datasheet et du courant réel qui passe dans votre carte. Si vous avez 1 ampère dans votre carte, allez chercher une ferrite qui fasse 3 ampères nominal. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a encore de l'impédance. Sinon, ça risque de faire juste décoration. On a encore perdu Germain. Germain, j'avais encore mon son coupé. Voilà, c'est bon. Je voulais pas entendre vous ta êtes vie pendant que je tape. à Avignon, ouais, vous êtes ravitaillé par les corbeaux là-bas. Ouais, c'est ça. J'ai eu plusieurs fois la question. Du coup, est-ce que tu peux te redonner la main, que tu reviennes sur les courbes d'impédance, pas les courbes d'impédance, les différentes topologies et les systèmes d'impédance qui sont adaptés. Tu sais, celle où il est marqué high, low, etc. C'est possible que tu fasses ça? Il y a plusieurs questions sur le sujet. Tu es redevenu présentateur, normalement. Et je te laisse repartager. Voilà, faut revenir en arrière. Et, bon, j'imagine que tu vois laquelle c'est la courbe. Alors, je te lis pendant que tu cherches les deux questions. D'après ce qu'on dit sur un DC-DC, un filtre en T est plus adapté. Donc, je vais te laisser répondre. Et la personne demandait de revoir la slide, surtout pour voir les impédances des systèmes en amont et en aval. Ça doit être celle-là.
Ça doit être cela. Voilà, exactement. Donc, Donc, vas-y, je t'en prie. non, mais c'est quoi? Vas-y, La continue. question, c'était par rapport à un filtre en T avec un convertisseur DC-DC. Qu'est-ce qui serait plus Alors, adapté? alors, théoriquement, le T, parce que l'entrée de mon DC-DC est basse impédance, puisque j'inclus la capa, hein, la capa d'entrée de l'alimentation, elle est dans mon bloc alimentation. Pour peu qu'elle me serve de transitoire ou de réservoir d'énergie pour un transitoire. Donc cette capa-là, le CIN traditionnel des CAPA, et pour moi est intégré complètement dans l'alimentation. Donc de ce fait, j'ai une impédance basse parce que c'est une CAPA. Donc là où je peux avoir des perfs les meilleurs du T, c'est quand j'ai une basse impédance. Donc, les performances d'un T sur une alimentation lui font travailler au-delà de 90% en fonction de la valeur d'impédance, mais de ses performances. Donc, pour moi, il est dans sa plage de fonctionnement optimum. Le Pi que beaucoup de gens utilisent sur une alimentation, il a l'avantage éventuellement d'être réversible. Donc chacun ses forces. Si je me fous de la réversibilité et que j'ai quand même trois composants, puisque j'ai trois composants de chaque côté, je préfère utiliser le T dans ma première approche de filtrage. Et après, comme on a vu sur les simulations, en fonction des valeurs d'impédance, donc en fonction de la valeur d'impédance que j'ai ici ou de la valeur d'impédance que j'ai ici, il faut trouver la limite entre je considère que c'est haut ou je considère que c'est bas. On a vu tout Ok. à l'heure hein, sur certaines des simules ici, à un moment donné dans les impédances, j'ai du LC, j'ai du pi et du T. Les courbes sont toutes confondues. Hein. Vous voyez ici, j'ai toutes les courbes j'ai quatre courbes. Je n'en vois que deux parce que les perfs des LC ou CL sont exactement identiques au système d'impédance. Donc, à première approche, je considère que l'impédance de la lime est basse. J'essaye un T. Si ça ne me plaît pas, je peux considérer que l'impédance n'est pas si basse que ça, parce que la valeur de l'impédance elle change hein, aussi en fonction de la fréquence. Donc, je peux me dire, peut-être que je vais aller taper sur un C. Si c'est plutôt la valeur inductive du DC-DC qui rentre en jeu, parce que je vais chasser un peu de haute fréquence, là, le pi va avoir tout son intérêt. Alain, juste une petite remarque avant de poser la prochaine question. Il y a plusieurs personnes les personnes qui disaient tout à l'heure, je ne vois pas les questions. En fait, bien sûr, comme je voyais leur message, en fait, c'est qu'ils arrivaient à poser les questions. C'est juste qu'ils s'attendaient à voir les questions des autres participants. En Ah, fait, elles ne sont pas visibles parce que on garde cette confidentialité et si on juge qu'elles sont intéressantes pour tout le monde, on les lit. Par contre, je vois, petite remarque en plus, je vois des questions très particulières, très précises avec des valeurs de composants, etc. Ces questions plus particulières, je pense que je demanderai à on notre personne qui répondra, analyse on de nous répondra. l'envoyer directement, exactement à nous en perso et on fera un mailing derrière personnalisé courant de semaine prochaine, je pense. Voilà, tu vois, il y a une question sur du secteur avec des valeurs de kappa, etc. Tu peux la voir, Alain, c'est une question à midi pile. Peut-être celle-là, on pourra en parler en perso par mail. La question suivante, c'était à propos plutôt de ferrite sur câble. On peut utiliser les courbes de ferrite pour les modes communs, pour le mode commun avec les deux câbles dedans. Je ne sais pas si tu veux répondre toi-même, mais bon, la courbe d'impédance, elle est faite.
Alors, la courbe d'impédance, elle marche pour le mode commun et pour le mode diff. No problème. Voilà. Voilà. Euh, Il faut juste lier la valeur d'impédance après à la fréquence que vous voulez filtrer. Si vous calculez ou estimez 200 ohms à la fréquence donnée, évidemment. Et après, si vous êtes en mode commun, vous allez chasser soit la ferrite à clipser, soit la selve de mode commun. Et si vous êtes en différentiel, la ferrite. Et si vous êtes en basse fréquence, c'est plutôt pas ça qu'il faut utiliser parce que ça va être plus rapide de se le faire à l'ancienne en calculant la fréquence de coupure du filtre plutôt que de repartir sur un système d'impédance. Bon, il y a une question qui t'aurait plu, mais la personne a quitté la réunion. C'était à propos de l'USB type C. Que faire avec du 5 volts ou du 20 volts? Mais on va lui répondre en perso. Il y a encore 80 personnes de connectées. C'est que tes réponses intéressent, j'espère en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'on a répondu à beaucoup. Alors, je remonte un peu du coup, parce qu'il y en a eu beaucoup d'un coup. J'ai perdu les questions. Je vais t'en lire une. Si on a plusieurs bugs dans le circuit, est-ce qu'on est obligé d'ajouter un filtre pour chacun ou un seul filtre sachant C'est déjà qu'ils ont fait, j'ai la même déjà répondu. alimentation? Oh, pardon, excuse-moi. Écoute, tu vois, j'étais en train de régler mes trucs. Voilà. Du coup, je remonte encore. Je vois pas plus, j'en vois pas d'autres. J'espère que je vais pas avoir des frustrés. Ce que je vais faire, c'est que de toute manière, avec la personne qui analyse les réponses, je dirai celles Ouais, qui ont été répondues à si on a, l'oral. si on a, si on a des manques dans les questions, elles seront répondues individuellement à tout le monde. Voilà. Et je vous affiche maintenant l'adresse mail standard qui est utilisée par nos collègues qui analysent les questions-réponses justement et qui nous rapatrient les questions techniques. Donc, vous pouvez aussi directement envoyer un mail à cette adresse. J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Il y avait une question sur la consommation de courant d'un filtre. Tu l'avais répondu ou pas? Oui, Quelqu'un qui utilise une batterie. Ok, oui. d'accord. Et ben, on commence à être pas mal puisque au-dessus, j'arrive aux questions auxquelles j'avais répondu. Le SR, tu as répondu. Ah, j'ai retrouvé mes questions. Une question sur le listener, je ne sais pas si tu l'as vu à 11h51. Attends, j'ai retrouvé Ça mes va te plaire questions. celle-là. Il faut que je le récupère. 11h51, question sur un listener. Tu veux que je te la lise? Attends, j'arrive, j'y suis. Hop, 11h51. Putain, c'est l'appel à l'apéro, ça, le 51. Voilà. Et juste, Elle LCN, mais si on travaille sur un convertisseur DC-DC basse tension, le courant généré dans les LCN, une chute de tension telle que le montage peut plus fonctionner. Cela veut-il dire que la mesure d'émission conduite ne s'applique pas à la basse tension ou faut-il un LICN? Alors moi, je dis en basse tension, j'ai un LISN qui est assez simplifié et qui correspond à la CISPR 16, je crois. Mais en basse tension, oui, les mesures que vous avez vues sur la présentation de tout à l'heure avaient un LISN en entrée. 50 ohms, avec, je crois, 2 inductants et 2 capas pour découpler tout ce petit monde. On peut vous, ouais. Donc normalement, pour le mode de conduit, si vous voulez faire une mesure qui soit euh, proche du réel, si vous êtes chez vous dans le lab, ouais, il faut mettre le LISN qui correspond à votre standard, puisqu'il vous faut quand même les 50 ohms sur la bande de fréquence sur laquelle vous êtes regardé. Euh, sur le minimum de points de départ pour pas être trop surpris, ouais. j'ai juste une dernière que je vais retrouver. Il y a plusieurs personnes qui me demandent les
les présentations. Hein. Sur la demande, vous pouvez l'envoyer au mail qui est ici, on vous la renverra derrière. Ceux qui l'ont déjà mentionné, on les suivra derrière. On leur fera Yes. Ouais, le PDF sera dispo. Ouais. Il y en a que j'avais suggéré de relever la question à voix haute, mais on y est venu. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie tous. Vous êtes encore pas mal nombreux connectés. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne fin de journée si vous n'êtes pas à RTT cet après-midi. Passez un bon week-end. Et puis revenez vers nous à l'occasion si pour les moindres questions, si on peut vous apporter un œil sur une problématique ou si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Et le jour où vous êtes dispo pour qu'on se voit en vrai et qu'on finisse les visio apéros, on pourra se faire un apéro en vrai au bar parce que les bars ils sont ouverts maintenant. Eh ben, merci Alain, merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vais clôturer la session. J'ai bien noté toutes les questions qui sont arrivées derrière. On va y répondre en perso. Il n'y en a plus, non. Toutes les autres, c'est des messages qui te remercient, Alain. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon week-end. Salut.